Eh ben, Mbengue, c'est une équipe, et Mbengue, c'est un projet. Mbengue, c'est diffuser un peu la connaissance des uns et des autres. Voilà l'émission Mbengue. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mbengue, votre émission qui est la vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Claire René Mendy, journaliste et directrice adjointe du très célèbre magazine Amina. Comment t'as été la source de cette vie? Tu m'as jamais abandonné. Bonjour Claire René Mendy. Bonjour, comment allez-vous? Merci. Soyez la bienvenue. Bien, merci. Donc voilà, vous êtes à la rédaction du magazine Merci Amina. de nous recevoir dans vos bureaux. Ça nous fait un énorme plaisir, vraiment. Bienvenue dans Mbengue. Merci de nous recevoir. Vous êtes partie du Sénégal très très jeune, à l'âge de 7 ans seulement. Ah oui, c'est vrai, j'ai Avec fêté votre mon père, 7e ouais. anniversaire à Paris. Mhm. Et donc je suis venue, oui, à la faveur d'une affectation de mon père, qui Ouais. effectivement était un diplomate sénégalais. Oui, vous gardez les souvenirs de cette période? Ah oui, bien sûr, je me rappelle que on est arrivé donc en juillet et on est arrivé, mon père avait eu un bel appartement de fonction à Paris et nous on venait d'une très très grande maison à Dakar et je me rappelle que quand on allait frapper à la porte, parce que quelqu'un était déjà là pour nous attendre, nous on était persuadés, parce qu'on venait d'un endroit immense, on était persuadés que toutes les portes qui correspondaient à des appartements étaient chez nous. Donc on a découvert qu'on était juste dans un appartement, un F4, et puis on habitait dans une de ces tours, un très bel immeuble. Donc c'était très curieux d'habiter au 24e étage comme ça, dans les Ça du changeait, 13e en fait. arrondissement. Et ça changeait tout. Quelques mois après, il y a eu un hiver qui était l'un des plus rigoureux, qui était l'hiver 77. On découvrait, mes frères et moi, la neige. Ah Et oui. c'était vraiment merveilleux. Complètement différent de Ouais, l'Afrique. ouais. Mais oui, des bons souvenirs de cette période. Oui, il était agréable de vivre sur Paris, oui. D'accord. Vous êtes donc installé en France où vous avez obtenu une maîtrise en langue anglaise à l'Université de la Sorbonne Nouvelle à Paris 3, avec une mention très bien. Oui, Vous c'est étiez une vrai. élève parfaite alors, une étudiante Je ne sais pas si exemplaire. j'étais une élève parfaite, mais en tout cas, j'aimais les études et j'avais pour ambition. Donc, j'ai fait cette année-là, en fait, 2 maîtrises et j'ai pratiquement toujours fait un double cursus. Oui. Donc, j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de la sociopolitique et après, j'ai fait un DESS de journalisme bilingue, français-anglais, bien entendu. Donc, mon objectif avait toujours été de pouvoir communiquer avec le plus grand nombre et il me semblait donc important d'apprendre l'anglais notamment, mais aussi l'espagnol et puis éventuellement essayer de continuer à parler ma langue maternelle. Qui est le Wolof. Absolument. Donc vous parlez 3 langues alors. Enfin, 4 langues on va dire. On essaye. Mais celle que je maîtrise le plus, c'est quand même le français, qui est aussi ma langue de travail. D'accord. Et puis maintenant, je vis en France, donc c'est quand Ouais. même... Ok. Et aussi, vous avez été aussi diplômé à l'université d'Oxford, Brooks, en Angleterre. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus particulier parce que le fait d'avoir fait des études en France, il y a beaucoup d'Africains qui ont fait beaucoup plus d'études que moi et des études beaucoup plus brillantes que les miennes. En revanche, c'est vrai que quand j'ai été diplômée d'Oxford, j'étais là pour le coup la première Sénégalaise, me disait-on, à l'université à avoir eu ce diplôme d'études super. supérieures. Donc ça, c'était une fierté non seulement pour moi, mais surtout pour mes parents qui avaient beaucoup misé sur ce diplôme à Oxford et qui devaient m'ouvrir des portes, en tout cas. Le Une croyait-il intello, en fait, intellectuelle. Je sais pas, mais vous savez, en Afrique, quand on dit d'une femme qu'elle est intellectuelle, c'est pas fait toujours. fuir. Voilà. En général, ça les fait fuir. Donc, je sais pas si je vais accepter cette description aujourd'hui. En tout cas, ce sont de brillantes études, un parcours vraiment exemplaire. Ben, je vous félicite encore. Parce Je vous que c'est remercie. c'est pas donné à tous. Donc après ces brillantes études, vous commencez à travailler pour le magazine Amina. Oui, Pourquoi ce choix? En fait, comment vous dire, c'est un choix qui s'est plus ou moins imposé, mais en fait, quelques temps avant de finir mes études, quand j'étais en licence, j'avais rencontré avec Boubacar Obey Diop, que vous connaissez peut-être, qui était le mari de Mariam Abba, celle qui a écrit une si longue lettre, et qui était un oncle à moi, et qui était journaliste, et qui était le premier ministre de l'information et de la culture du Sénégal, et qui était un ami de De Breteuil, père et fils. Donc il m'avait présenté De Breteuil, il m'avait dit, De Breteuil comme ça, quand vous aurez fini vos études, si vous voulez toujours être journaliste, venez me voir. Et donc, bête et disciplinée, après mes études, je suis venue le voir. Ah, d'accord. Et en fait, il m'a d'abord proposé d'être directement rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelait Black Men. Ah oui. J'avais, je sais pas, 22, 23 ans, donc j'ai tout de suite accepté. C'était très, très marrant. On a eu cette expérience avec Black Men et Monsieur de Breteuil pendant à peu près 2 ans.
Après, il a arrêté ce magazine qui était donc destiné à l'homme noir, plus particulièrement un magazine de culture, avec des sujets vraiment Comme qui son étaient nom l'indique, destinés Black Men. voilà, à susciter l'émulation chez les plus jeunes. Et après, il m'a demandé de rester. Même s'il a arrêté cette parution pour travailler pour le magazine Amina, ça tombait bien, puisqu'à cette époque, Assiatou Diallo, qui était notre rédactrice en chef, était partie vivre en Guinée, où son mari était un homme politique et devait se présenter aux élections présidentielles de son pays. Donc du coup, Donc, il y vous l'avez avait... remplacé. Voilà, donc du coup, c'est naturellement que je suis venue travailler à la rédaction du magazine Amina, mais c'est plus Amina qui m'a choisi via et grâce à Monsieur de Breteuil. Ah, d'accord. Mais c'était très agréable pour moi, puisque je voulais travailler pour l'Afrique, je voulais connaître le continent africain, je voulais voyager et je voulais aussi pouvoir enquêter sur des choses qui m'étaient proches en tout cas. Ouais. Je vais mettre l'accent sur Black, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Black Men, parce que le nom Black crée trop de polémiques tout le temps. Il y a des gens qui sont très susceptibles avec ce mot Black là. Moi aussi, il me dérange quand il est inclus dans une conversation française. C'est-à-dire que Black Men, le titre ne me gênait pas puisque c'était un générique de l'homme noir et que tout était en français. C'était pas black homme, homme black, etc. Mais ça me gêne en revanche, par exemple, je vis à Paris, en région parisienne, quand on dit de moi que je suis une femme black, ça m'énerve. Parce que je suis une femme noire, de la même manière que une de mes meilleures amies est une femme blanche. Il n'y a pas de... Le blanc est une couleur, le noir aussi. Donc j'ai l'impression que c'est une manière pour les bons pensants, soi-disant, de faire genre, ils sont cool, ils sont pas racistes, etc. Non, voilà. Donc, ça cache quelque chose. Voilà, à mon avis, c'est un peu trop bien pensant pour être neutre. Voilà. Donc oui, je pense que si on parle français, on peut dire elle est noire, il est noir, comme nous on dit les blancs et les blanches, et ça dérange personne. Simplement. Voilà, absolument. D'accord. Et vous officiez pour le magazine depuis 1994, ça fait une dizaine d'années. Vous êtes resté fidèle à Amina depuis 1994. En fait, j'ai même travaillé en tout à peu près 18 ans pour le magazine Amina en réalité. Oui, je suis fidèle. Je pense que c'est une définition que j'aime bien et que j'accepte avec beaucoup d'humilité. Oui, je pense que c'est un magazine qui a été aussi fidèle envers moi et qui, d'une manière générale, la plupart des personnes qui ont travaillé en tant que salariés, en tout cas pour le magazine, sont soit restées très longtemps, sont parties, sont revenues. Donc si les gens reviennent, c'est qu'aussi on y est bien. Donc moi, je suis partie pendant 3 ans et demi. Je suis allée vivre au Sénégal où j'ai fait de la communication. Donc j'ai un peu changé de métier. Mais et après, je suis revenue pour retravailler pour le magazine. Et oui, et puis c'est un magazine qui essaie d'évoluer aussi avec son temps. On a créé de nouvelles rubriques, on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas le magazine que ma mère a connu il y a 40 ans quand il venait d'être créé. Il faut bien qu'il y ait il faut bien que ça change. Et actuellement, vous êtes donc la directrice adjointe. On peut dire que c'est une récompense alors. Oui, enfin vous savez... j'aime bien cette chanson de Zao qui dit, donc il chante les anciens combattants, et il dit pas besoin de galon, moi j'ai pas besoin de galon, j'étais le riz. J'ai envie de dire que les titres, bon c'est que des titres, hein. C'est parce qu'il faut bien, voilà, que les gens en France on aime bien les titres, moi c'est pas ça qui me fait fonctionner. En réalité, le travail que je fais au quotidien, c'est vraiment le travail d'une rédactrice en chef. Mais seulement, on n'a pas voulu enlever le titre de rédactrice en chef à Assiatou Diallo, qu'on aime et qu'on respecte et qui fait vraiment partie de la maison. Et donc, on m'a donné ce titre de directrice adjointe de la rédaction. Voilà, c'est très sympathique, mais bon, ça ne change pas mon quotidien, voilà, j'ai envie de dire. Nous allons marquer une petite pause avec un micro-trottoir. Ce sont des impressions qu'on a recueillies pour les magazines féminins africains en général. Avec plaisir. C'est un reportage de Muriel Mechica. C'est clair.
Est-ce que Attends, tu c'est quelle caméra? C'est ta caméra qu'elle devait regarder? nous faites la faveur de redire? Ah ouais, je savais. Vous trouvez que ces magazines vous ressemblent, répondent à vos attentes? Pas du tout. Alors expliquez-nous. Qui ne respectent pas les gens. Et surtout, je trouve que les produits qu'ils présentent, je suis désolée, les femmes noires, elles ne peuvent pas s'acheter du Dior tout le temps, etc., etc. Donc moi, je trouve que c'est pas du tout à notre image. Maintenant, peut-être que les produits présentés, ouais. Mais et en même temps, je trouve que c'est vraiment de la propagande dans ces trucs-là. Parce qu'on parle toujours de femmes politiques, de machin. C'est pas proche des gens, quoi. Et quelles sont les rubriques que vous lisez, que vous préférez dans ces magazines? J'aime beaucoup les histoires. Il y a la rubrique, la personne qui raconte son histoire, etc. Conseils beauté, pourquoi pas. Alors si vous aviez un message à leur faire passer pour essayer d'améliorer, quel conseil? Arrêtez de se dire que les femmes noires, c'est des femmes de seconde zone, quoi. Moi, j'aurais des choses peut-être à dire aussi. C'est que peut-être qu'il y ait moins de petits discours de femmes qui pourraient dire des petites bulles là avec des copains, des copines. Ce genre de choses là, c'est vraiment pas des choses qui m'intéressent. Par contre, des informations plus sur la santé, des choses qui pourraient aider les femmes africaines sur des choses concrètes. Voilà, comment on s'occupe d'un enfant pour la toilette, pour le repas, etc. Des choses, comment on prépare un biberon par exemple, choses comme ça, choses concrètes, ce serait très intéressant. À la place de justement ces petites choses qui m'ennuient un petit peu, quoi. C'est plus mes tantes qui me branchent par rapport à ça, quoi, parce qu'elles sont à fond dedans. Moi sinon c'est à l'occasion, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Si vous feuilletez, vous avez peut-être une petite idée? Non, honnêtement, non, c'est plus par curiosité, parce qu'à l'intérieur en général on trouve des jolies femmes, quoi. On vient de voir ce micro-trottoir. Quelles sont vos impressions? Alors oui, j'aurais aimé qu'on parle un peu plus d'Amina. Donc on parle d'une consoeur de culture, de femme culture femme, de culture femme. Je trouve ça très bien. J'ai envie de dire que je l'encourage parce que le soleil brille pour tout le monde d'abord. Ouais. Et je trouve que plus on est de fous, plus on rit dans la presse africaine. Et que c'est très bien qu'il y ait une diversité. Donc vraiment, on lui souhaite bonne chance dans ce milieu des médias. Voilà. D'accord. Et par rapport à ce que les gens ont dit, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est intéressant leur réaction. C'est vrai que nous, à Amina, on a tendance à toujours être proche de nos lecteurs. On leur demande constamment, et d'ailleurs, on nous appelle, on nous envoie beaucoup de mails. Et c'est vrai qu'on a tendance à aussi prendre en considération ce que les lecteurs veulent. Donc, c'est vrai que nous, on fait des enquêtes assez souvent. On sait ce qu'elles aiment pas, ce qu'elles aimeraient voir apparaître. Et c'est important de prendre leurs opinions et leur sens d'intérêt. Des appréciations, voilà. Celles qui disent qu'on parle trop de femmes politiques, d'autres qui apprécient les rubriques. Voilà, alors moi c'est ce que je vous dis, j'ai beaucoup entendu de choses sur culture femme, donc je peux pas, ce qui était dit dans Amina, c'est que c'était très vendu, le kiosquier disait qu'on achetait beaucoup Amina, ce qui est pas une surprise, excusez-moi, voilà, ce qui est voilà, mais en revanche, ce que j'ai envie de dire pour le magazine que je connais, qui est Amina, c'est que nous, on essaye aussi bien de faire un équilibre géographique, c'est-à-dire parler aussi bien de l'Afrique centrale que de l'Afrique de l'Ouest, que des Antillaises, que de faire un équilibre par rapport au sujet. Et c'est très, et ça c'est très précis. Et même on a aussi bien des rubriques culture, livres, femmes politiques, mais pas plus qu'ailleurs, beauté évidemment, mode. Donc on essaie vraiment d'avoir un équilibre aussi bien dans les sujets et un équilibre géographique parce qu'on est là pour toutes les femmes noires. Voilà. D'accord. Nous allons faire un petit peu de tour avec votre permission, comme ça vous allez nous présenter vos collaborateurs. Oui, plus que ma permission, parce qu'au contraire, je crois qu'il est très important de montrer que c'est une équipe, parce qu'un magazine n'est rien sans son équipe. Et il me plaît beaucoup de présenter cette équipe de choc et de charme qu'on a à Amina. Okay. Alors tout d'abord, il y a Nathalie qui vient de la Martinique et de la Guadeloupe et qui est une journaliste stagiaire qui nous a rejoint il y a à peu près 2 mois. On a aussi Khadija Touba qui est journaliste depuis une dizaine d'années, qui a fait de brillantes études au Canada et qui, elle, vient de Guinée. Voilà, c'est vraiment elle qui est, on va dire, la rédactrice en chef adjoint. Vraiment, elle fait un certain nombre de papiers de fond. Elle sait aussi faire du rewriting, du secrétariat de rédaction. Donc, c'est important aussi de vous présenter les gens qui font le magazine. Ensuite, il y a Laurie. Alors, Laurie, la chanteuse. Non, c'est encore mieux que la chanteuse. Ça, c'est notre Laurie nationale, qui est belle comme un cœur et qui, elle, vient de la Guadeloupe et qui est maquettiste PAO et qui est dans son école d'une des plus brillantes. Elle sort toujours première. Et on est très, très heureux de
l'avoir ici. D'accord, vive la Voilà. Martinique et la Guadeloupe alors. Voilà. Et nous avons aussi une autre journaliste stagiaire qui elle, nous vient du Sénégal et du Bénin, et c'est Mistura. Voilà, et elles sont toutes des filles, comme vous voyez, souriantes, qui ont envie d'écrire des choses intéressantes, de faire découvrir des nouveaux concepts, parler de beauté, parler de mode, de culture, de littérature et de politique, de tous toutes ces les sujets. représentations là, Voilà, de tous les ces Antilles, sujets. l'Afrique. Mais c'est ce dont je vous parlais, centrale, Amina, c'est l'Afrique de vraiment, on l'Ouest. essaie d'avoir cet équilibre-là, et c'est un équilibre que finalement on a naturellement au sein de la rédaction. Il y a Thierry et Rosanne, voilà, donc ce sont ceux qui s'occupent de la communication, de la publicité. Voilà, Rosanne Lermé et Thierry Bernat, voilà. D'accord. Alors là, on a le nerf de la guerre, n'est-ce pas? C'est la comptabilité, et c'est Jean-Paul, voilà, qui est notre comptable, voilà, le nerf de la guerre. Là, Hortense, je vous présente Michel de Breteuil, qui est évidemment celui qui a créé le magazine Amina en 1971. Bonjour, enchantée. Enchanté. D'accord. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans, 1972. 40 ans Exactement, déjà. ça fait déjà plus de 40 ans. Ouais, le secret, c'était de faire un journal en rapport avec les lectrices. D'abord, l'idée du journal, c'était de donner la parole aux femmes africaines, ce qui était assez difficile à une certaine époque un peu ancienne, parce qu'elles n'avaient pas l'habitude de parler et qu'elles supportaient une pesanteur historique qui les empêchait un peu de s'exprimer. Mais petit à petit, la parole est venue, la parole s'est développée, et la parole aujourd'hui est triomphante, on peut dire, parce qu'elle est vraiment très très active. Outre le magazine Amina, vous avez aussi officié sur plusieurs autres médias. On peut citer RFI, Radio France Internationale, MCM Africa, Télé Sud. Quel souvenir gardez-vous de ces trois médias? Alors, d'excellents souvenirs. MCM Africa, c'était en 97 et 98. La chaîne démarrait. Je présentais avec une jeune femme nigériane une émission bilingue en français et anglais. Et Ouli, elle s'appelait Le Mémoire. Et en fait, c'était le MCM Africa Club. C'était l'émission phare de MCM, puisque c'était l'émission quotidienne. Et c'était une émission qui se voulait familiale, c'était sympathique. C'était plus ou moins du pouce-clip avec un peu d'humour et puis en bilingue, mais ça marchait bien, ça plaisait aux gens. Ils étaient surpris quand j'ai voulu partir. Je suis partie vraiment parce que je me mariais, c'était compliqué d'avoir RFI, Amina et MCM, ça faisait beaucoup. Et donc voilà, donc je suis partie vraiment parce que j'avais un emploi du temps qui commençait à être un peu trop chargé au goût de mon époux. Et RFI très bien parce que j'ai travaillé à l'époque de Christine Saramito pour le magazine des femmes, et j'ai vu une dame qui était très dure, mais qui savait apprécier les gens à leur valeur, et j'ai vu une grande professionnelle, et moi qui découvrais à cette époque la radio, j'ai vu la rigueur de cette dame, mine de rien, qui arrivait à intégrer, à gérer des sujets, mais de manière très très vive et puis avec brio. Donc j'ai beaucoup appris au contact de cette dame. Moi je faisais des sujets classés société et culture, qui sont mes sujets de prédilection, et donc je suis restée quelques temps avec elle, c'était très très agréable. Et puis après j'ai co-présenté, ou j'étais invitée de pas mal d'émissions sur RFI. Et après Télé Sud, j'ai présenté donc une émission avec Kadici Bizet, qui est une dame qui est ivoirienne et qui est médecin esthétique, dermatologue, avec qui on a présenté une émission, mais pour laquelle on s'est éclaté. C'est l'une des plus belles expériences humaines qui m'ait été donnée de vivre, non pas parce que c'était une émission de télé, non pas parce qu'on rendait service à des personnes à qui on apprenait des nouvelles choses, des conseils, mais parce que véritablement j'ai découvert une dame qui est un univers merveilleux et qui est restée une grande sœur. Comme ça, on a notre rendez-vous pratiquement mensuel où on se retrouve. On est né à 1 ou 2 jours d'intervalle, pas la même année évidemment, mais en tout cas on est du même signe et on se comprend. Et on a très vite su qu'on allait s'aimer, se comprendre bien au-delà de cette émission. Donc c'était une belle rencontre humaine. Et c'était Tantine's Beauty, donc c'était une émission sur la beauté noire, comme son nom l'indique. Et quand est-ce qu'on vous revoit alors en présentation devant à la télé? Il faut que l'émission me plaise, parce que c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un... vous voyez, souvent on me dit « Oh, t'es journaliste depuis 20 ans ». J'ai refusé beaucoup d'interviews, aussi bien radio, télé que magazine, parce que j'estime que j'ai rien à vendre, vraiment. Évidemment, on m'a beaucoup vu en 2002-2003 quand j'ai écrit mon bouquin. Oui, parce
parce qu'il fallait que je parle de mon bouquin, etc. Mais c'est vrai que je fais un métier où j'ai l'impression que c'est à moi de mettre les gens en avant et j'ai du mal à me mettre moi en avant. Donc je referai une émission de télé quand on me proposera quelque chose qui me plaît, tout simplement. C'est vraiment une histoire de concours de circonstances, d'opportunités, puis aussi que je pense qu'il faut présenter une émission qui vous corresponde. Il ne faut pas faire de la télé pour faire de la télé, voilà. Évidemment. Donc, alors, qu'est-ce que vous préférez, puisque vous avez fait le tour, qu'est-ce que vous préférez, la presse écrite, la radio, la télévision? Pour la spontanéité, j'aime beaucoup la radio et le fait qu'on entende ma voix et qu'on ne me voit pas. Alors ça, je trouvais ça assez jubilatoire. En revanche, quand j'ai fait beaucoup de télé, 97-98, j'étais sur MCM, à une époque où la chaîne était gratuite, donc tout le monde vous voyait. C'était très désagréable parce que j'allais à Château-Rouge, on me disait « Ah, vous êtes la fille de la télé », c'était très... Ou j'allais à Dakar, c'était marrant, les petites filles du quartier où j'étais Liberté 6 m'ont montré du doigt. Donc la radio, j'aime bien parce que c'est quand même, on peut se planquer tout en s'exprimant et c'est un média tellement... vraiment tellement intime en même temps, la radio. J'aime beaucoup la radio, mais c'est vrai que ma vraie maison, c'est la presse écrite. Et quand je faisais des études, on me disait toujours qu'un bon journaliste, c'est d'abord quelqu'un qui sait écrire, qui doit d'abord persévérer dans la presse écrite. Donc je suis quand même d'abord une journaliste de l'écrit quand même. D'accord. Vous êtes aussi auteur, justement, pour la presse écrite, vous êtes aussi auteur d'un livre qui a bien marché, on peut le dire, intitulé « Élégance africaine », paru en 2002. On peut en savoir un peu plus? Oui, c'est vrai. Donc, en fait, vous savez, quand j'ai écrit en 2002 Élégance africaine, j'avais déjà été pendant 10 ans journaliste pour le compte du magazine Amina et j'avais été pendant une dizaine d'années accréditée pour le prêt-à-porter et la haute couture. Et il m'était souvent arrivé d'aller à des défilés où on voyait des créateurs occidentaux présenter des modes avec des textiles qui venaient d'Afrique ou des inspirations africaines. Et j'étais un peu vexée du fait de ne pas découvrir les inspirations qui venaient de mon continent sur leur dossier de presse. J'estimais que écrire le livre, c'était rendre à César ce qui lui appartenait et rectifier un peu le tir et aussi mettre en avant cette génération de stylistes africains, antillais, totalement décomplexés et qui avaient aussi bien fait les grandes écoles de mode de Paris, de Londres, de New York, tout en ayant cette mode qui était servie par des textiles authentiques, des étoffes africaines. Et donc voilà, il me plaisait de mettre en avant les étoffes africaines. J'ai écrit Élégance africaine, tissu traditionnel et mode contemporaine. Voilà. Vous connaissez bien la mode alors? Enfin, oui, ça a été une très très grande passion. Là, j'écris un peu moins des papiers de mode parce que j'ai aussi grandi en même temps que le magazine Amina a grandi, forcément. Mais oui, je suis toujours une amoureuse de mode et au-delà de la mode, vraiment des étoffes, des textiles africains. Et c'est vrai que je collectionne depuis une vingtaine d'années les textiles d'un peu partout du continent. D'accord. On va parler un peu de votre pays natal, le Sénégal, Dakar. Alors, je sais que vous avez une agence de communication là-bas, Jaliwa Consulting. Jaliwa Consulting. Jaliwa Consulting. C'est du Swahili. Et en Swahili, ça veut dire avec la grâce de Dieu. Oui, j'allais vous demander ce que signifie Jaliwa. Ça veut dire avec la grâce de Dieu parce qu'en fait, quand j'ai essayé de trouver un nom, le nom d'une entreprise, les gens qui étaient dans mon entourage m'ont fait observer qu'à l'époque, c'était en 2005, à l'époque, à chaque fois que je disais une phrase, je la ponctuais par avec la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu. Et comme je voulais un nom africain et original, j'ai cherché, et j'ai trouvé qu'en Swahili, Jaliwa, ça voulait dire avec la grâce de Dieu. J'ai trouvé ça merveilleux. Jaliwa. D'accord. Et comment ça se passe là-bas pour votre entreprise? Ça va, là, j'avoue que je l'ai complètement mise en suspens depuis que je suis revenue en France. Donc la SARL existe toujours, elle n'a pas été fermée, mais elle a fonctionné après mon départ en 2008 pendant 2-3 ans assez bien. Et après, bon, comme j'étais en même temps que la créatrice aussi le rapporteur d'affaires, comme j'y étais pas, quand les clients commençaient à savoir que j'étais plus là, eh ben, ils étaient moins fidèles au rendez-vous, mais bon, peut-être qu'un jour je relancerai cette boîte de com. D'accord. Nous allons marquer une petite pause musicale avec le clip de Narcisse et Noumédi. Image. Utamamo, moboti pomba. Bukan jupe, la tine bianje wino. Kesene tondemo, yende betai sedi. E alla toyo, etitimba san.
Sangamagol na Myanmar Silva katika Jabea lango na Wasamunja Ndolo ya me tetenasu Ndola kengenge Ndola mbale Ba na tondinde kani Ba na menende monamo Ba na mengelende kani Tanjika pona poino Kindolo, dedi la pula. Dima besemo, na tena jula. Tola momo di sikoki, owele mweka. Batandando la su, de particular. Musemamo, musimbilongo. Muemsemeyo, natano na porto. Un petit peu votre livre, je sais qu'il est composé de 5 chapitres, élégance africaine. L'idée c'est de partir aussi de l'histoire, de la manière dont les Africains s'habillaient, donc en commençant par le tapa, donc l'écorce d'arbres battus, en parlant de l'apparition du textile en Afrique, du XVIIIe siècle, de la cotonnade et de toutes les influences aussi bien arabisantes, avec le boubou dont on dit par exemple qu'il est africain, qui est devenu africain, qui est à la base une tenue arabisante en fait. On raconte un peu ça, comment la mode après s'est étoffée avec justement cette génération de stylistes. Arabe, Afrique du Nord quand même, non? Oui, bien sûr. Voilà, arabo-berbère si vous préférez, mais que nous traditionnellement on s'habillait plutôt avec des écorces d'arbres battus et avec des tissus de long métrage, mais justement qu'on ne cousait pas. Traditionnellement, on s'habillait comme ça. Et on raconte aussi dans le livre comment les textiles pouvaient défiler
définir aussi bien une ethnie, un peuple, une ethnie, une tranche d'âge, comme par exemple les différents orangers que vous avez chez les Peuls, c'est que les jeunes filles Peuls, les femmes d'un certain âge ne mettent pas ce genre de couleur. Comment par exemple le Bogolan qui est devenu un tissu qu'on trouve aussi bien, voilà, on le trouve maintenant à New York, au Japon, etc. Mais à la base, c'est un tissu, donc en Bogolan, en bamanan, donc une langue du Mali, ça veut dire teinture à la boue. Et comment ce textile, au départ, il était porté que par les rois maliens. Et quand le roi sortait de sa case, il portait une couleur de Bogolan et chaque couleur correspondait à un jour de la semaine. Donc voilà, donc en fait l'idée c'est de montrer que si notre histoire n'est pas écrite sur des parchemins, du moins l'est-elle sur nos textiles. C'est un peu aussi l'un des deux autres points de départ du livre. Donc après évidemment, je mets à l'honneur tous ces créateurs africains, jeunes et moins jeunes. Hein. Vous avez fait des recherches avec ces créateurs? Oui, absolument. Chaque créateur, ils sont une vingtaine, qui sont aussi bien des gens qui travaillent sur le continent africain, comme Oumoussi, comme Patéo, que des gens qui travaillent en Europe. Donc je suis à chaque fois allée les rencontrer, que ce soit à Londres, à Paris, à Dakar, à Ouaga, et je suis restée en général 2, 3, 4 jours avec chacun d'entre eux pour faire cette interview qui était composée de questions génériques, mais également essayer de savoir comment ils travaillaient, comment ils s'inspiraient de ces étoffes traditionnelles, parce que mon propos c'était ça, c'était pas de parler de ceux qui travaillaient le wax, qui est devenu très à la mode, mais qui n'est pas un tissu africain, puisque on sait très bien que c'est de la teinture avec une base de cire et que c'est surtout hollandais. Donc voilà, mon idée, moi, c'était de parler donc du Bogolan, d'une dope de chez vous, voilà, d'une dope royale du Cameroun, voilà, donc de parler ou de Rabal de chez moi au Sénégal, voilà, de parler de ces textiles traditionnels africains qui racontaient notre histoire. Voilà. Donc c'était ça l'enjeu. Donc voilà, évidemment, après parler de cette histoire d'amour qui existe entre les créateurs occidentaux et asiatiques comme Kenzo et les textiles africains dont ils se sont inspirés, mais vraiment fortement. Voilà. Donc en parlant de la collection Maasai par exemple de Dior, et de cette collection avec le Bogolan qu'a fait Kenzo, ou de ces habits à large métrage qui rendaient hommage à la femme africaine de Paco Rabanne. Donc voilà, l'idée c'était de montrer que dans cette universalité, l'Afrique avait sa place et que l'Afrique avait vraiment du sens dans ce jeu de couleurs et de formes quand on parlait de mode, qu'il convenait non pas de parler que de Milan, de Paris, de New York, mais que Dakar, Ouaga et Cherbourg avaient leur place. Voilà. Dakar, Cherbourg, justement on y revient encore à Dakar. Mais vous savez, mon textile africain préféré, c'est le ndop. Le premier tissu que j'ai collectionné, c'était le ndop du Cameroun qui m'a été offert par Kitty Sina Vergès, qui est une Camerounaise qui était... voilà. Donc voilà, on ne revient pas toujours au Sénégal. L'idée c'est de montrer que c'est vrai, l'Afrique est belle et plurielle, mais voilà, elle est belle et plurielle et que justement, je trouvais ça important de souligner qu'on s'inspirait beaucoup plus dans la mode contemporaine de l'Afrique, on voulait bien le dire. Voilà. Des projets pour votre pays, le Sénégal ou l'Afrique entière? Parce qu'avec l'agence de communication, vous avez créé, j'imagine. Alors oui, j'ai quelques projets, mais que je me permettrai de garder pour moi pour l'instant. Mais c'est vrai que de toute façon, tout me ramène à l'Afrique. Amina Magazine me ramène à l'Afrique dans tous les jours. Un peu moins, parce que là, en fait, on essaye d'initier pas mal de dossiers, de choses que l'on fait faire, mais on est un peu plus sédentaire. Avant, on voyageait un peu plus sur le... Enfin, quand je dis on, c'est Nathalie et moi, on a un peu changé de job ces dernières années, mais ça va avec l'évolution des choses, c'est normal. Donc je vais un peu moins en Afrique que j'aurais aimé, parce que c'est vraiment là que je puise mon inspiration, vraiment, et mon énergie, j'ai envie de dire, cette énergie créatrice qui se renouvelle à chaque fois qu'on est sur le continent. Mais voilà, c'est vrai que l'Afrique est dans moi, et c'est vrai qu'à Amina, on est en plein dedans tous les jours, même si on est à Paris dans le 8e, c'est aussi un peu le cœur de l'Afrique. Le nom Amina, moi j'aimerais savoir qui a choisi le prénom Amina. Je sais que c'est alors là, je ne suis pas la mieux placée pour vous le dire. Je vous conseille de poser la question à Michel de Bretagne, puisqu'on a la chance de l'avoir sous la main. Parce que, a priori, c'est le nom le plus prestigieux en Afrique. Amina, c'est à la fois la femme du prophète, et je crois que c'est ça, et sa mère aussi, il me semble, des choses comme ça.
D'accord, Donc ok. c'est un nom très prestigieux. Et ça correspond finalement à Marie en français. C'est toujours la même idée de la femme de base. Bah, l'explication est là maintenant. Alors, oui. Parce Et qu'on- puis, et puis aussi Amina, donc c'est le diminutif d'Aminata, et c'est aussi un prénom qu'on retrouve dans différents pays africains. Et chez les Africains musulmans, Amina, ça veut dire aussi Amen. Oui, enfin, D'accord. Amina, c'est vraiment c'est le nom prestigieux, prestigieux. ouais. C'est l'équivalent de Marie au point de vue idéologie, Ouais. vue des choses chez les chrétiens. D'accord, ok. Voilà, Et c'est vrai que c'est l'explication est là. joli, c'est féminin, ça sonne bien, c'est facile à dire dans toutes les langues en fait. Oui. hein. Oui. Donc, D'accord. Bon, ben l'explication est là quand même, parce qu'on se demandait bien Mais en pourquoi tout cas, ce choix. en tout cas, c'est Pourquoi un pas choix, Raïssa, c'est un pourquoi prénom pas prestigieux comme il dit. comme il En dit. tout cas, c'est un prénom qui nous a porté chance. Ah ouais, voilà. Donc, on a quand même Ok. bien fait d'appeler Oui, ça bah, à je pense choisir. que beaucoup de femmes se reconnaissent dans ce nom-là. C'est vraiment un nom dénominateur. Ok. d'accord. Dénominateur, on va retenir ça. Les rassembleurs. Amina, dénominateur et rassembleur. Ok. Voilà, Claire, sujet d'actualité, bientôt la journée de la femme. Oui. Que vous inspire cette journée internationale de la femme? Bah, déjà, le fait que ce soit qu'une seule journée, c'est déjà pas mal qu'il y ait le 8 mars pour rappeler un peu au monde, à la terre entière, qu'il faut fêter les femmes, non pas une journée, mais tout au long de l'année. Et qu'est-ce que cela m'inspire? J'ai envie de dire peut-être plus de sérénité pour certaines femmes qui sont victimes de violences, aussi bien au travail qu'avec leur conjoint, leur mari. J'apprenais tantôt par Nathalie de Breteuil, qui est une jeune femme enfin même pas une jeune femme, une petite fille de 15 ans, qui aux Maldives, je crois, a été violée. Non content de cela, elle a en plus eu droit à des coups de fouet parce qu'elle aurait eu une relation sexuelle hors mariage. Donc c'est vrai qu'au quotidien, on est interpellé par des histoires qui ne devraient pas rester que des histoires, mais qui devraient vraiment tous nous interpeller à faire en sorte qu'il y ait moins de violence de manière générale. Et puisque le propos, ce sont les femmes, que moins de femmes soient victimes de violences. Et la violence n'est pas que physique, hein, elle peut être souvent morale, verbale. Bon nombre de femmes sont mariées à des hommes qui les minimisent, qui les traitent de tous les noms d'oiseaux. Et ce sont peut-être des violences qui ne sont pas visibles, mais qui font peut-être plus de dégâts voilà, psychologiquement pour les femmes dont on parle et qu'on aime mettre à l'honneur. D'accord. Ben, un message à toutes les femmes. Hein. Oui, pour ce mois de la femme, mais comme je le disais, ça doit nous rappeler que c'est tous les jours qu'il faut célébrer les femmes. C'est vrai que c'est toujours bizarre quand une autre femme le dit, mais ce sont les femmes qui portent le monde. C'est sympathique de dire que dans certains pays, on propose de leur donner des fleurs ou des cadeaux. À partir du 8 mars, c'est tous les jours. Mais ce serait bien de faire des efforts au quotidien. Oui, pas seulement le 8 mars, voilà, pas seulement en mars. exactement, tous les exactement, jours. exactement. C'est un travail de longue haleine. Ouais. Claire René Mendy, on va se dire au revoir en beauté, en votre langue maternelle qui est le Wolof. Merci beaucoup. maa ngi lay jërëm maa ngi lay wax jërë leen jëf si mbiru Amina si liggéey bu ngeen def liggéey bu rafet mbokk yi jërë leen jëf maa ngi leen di nuyu ku nekk si sa tur ak si sa sant. Au revoir, à bientôt. Merci Une petite beaucoup. tradition pour ceux qui ne comprennent pas le Je Wolof. vous disais merci d'être venu ici et au nom d'Amina pour la mise en lumière que vous faites pour ce magazine. Je remercie aussi les gens de mon pays pour avoir suivi cette émission et je leur dis au revoir et à bientôt. Merci. Charlie, give me five. My
Kundum beat. African spirit, beat it. Kundum beat it. Stand up, everybody. Kundum, everybody. Oh mama Africa, my yena ye chicha, you baby ye do ye tray. I want him for ye ria, because of when you at what passa, and when you at that distress way. Oh no, yeah, we are grinding man, I say yeah, gee. Oh no, oh no, it's a machula, it's everywhere. Come on, Unity in Africa. my Billy baby, Kundum in Africa. there we go. Wake up, everybody. My fair home. Kundum, everybody. Ele di fleck, winhão, ele di male, but don't forget the last judgment. Mama Africa, hey, hey, yeah, yeah. Mama, my fair, oh no, yeah, queer queening man, I say yeah, gee. Oh, oh, Mama Africa, hey, yeah, queer queening man, I say yeah, gee. For whatever. Africa, my Kundum beat. Let's come together. Kundum beat. African spirit, beat it. Kundum, beat it. Stand up, everybody. Kundum, everybody. Unity in Africa. Kundum in Africa. Mama, my friend. Kundum, everybody. Ow. Winnie and the mule, Minnie and the wolf. Everybody stand up. Everybody wake up. African spirit, beat it. Kundum, beat it. Stand up, everybody. Kundum, everybody. Unity in Africa. Kundum in Africa. Wake up, everybody. Kundum, everybody. Yeah, yeah. Kundum beat, y'all. Minnie and the wolf. J'ai connu plein de choses dans ma vie. Des hauts et des bas. I could tell you. Merci de nous avoir suivis. Je serai ravie de vous retrouver pour la prochaine édition de Benguet avec encore plus de belles surprises. D'ici à là, portez-vous bien.